Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite de l'épisode précédent, nous regardons à nouveau Locke et là je vous convie à lire un peu précisément le texte qui est à la page 27 de votre manuel. Bien, maintenant que vous l'avez lu, on va pouvoir s'occuper d'essayer de comprendre ces bizarreries de la conscience chez Locke. Alors, je vous rappelle que le problème de Locke est un problème d'identité. Qu'est-ce qui fait l'identité dans le temps de quelque chose? Ce quelque chose, ça peut être une substance, un corps, ça peut être un arbre, c'est aussi une âme, c'est tout ce que vous voulez. Bien. Et nous avons vu que la temporalité chez Locke, c'est précisément ce qui va donner l'identité, puisqu'il va définir l'identité de l'homme comme une participation, je cite, ininterrompue à la même vie, entretenue par un flux permanent de corpuscules matériels entrant tour à tour dans une unité vivante avec le même corps organisé. Voilà, ça c'est l'identité de l'homme, donc vous voyez que la notion de temps et de continuité, de flux, est capitale. Et hier, je vous avais laissé avec un petit souci. On se souvient que chez Descartes, l'argument du rêve est un argument important puisque nous allons le retrouver jusqu'à la fin de la première méditation et que cet argument du rêve ne va pouvoir être surmonté que par l'hypothèse du malin génie. Pourquoi? Parce que dans le rêve, eh bien, nous existons d'une manière tout à fait autre, et pour Descartes, même quand je rêve, eh bien, 2 plus 3, ça fait toujours 5. Donc il y a bien une continuité, mais une continuité non pas de moi, mais de ce que je pense. Et ça, c'est le problème. Pourquoi? Parce que ce que je pense s'accompagne aussi, et on l'a vu chez Descartes d'une manière un tout petit peu voilée, s'accompagne aussi de la connaissance que je pense. Or, cette connaissance dans le rêve, elle s'évanouit. Ce qui fait que l'alternance jour-nuit, à cause du rêve, va provoquer une discontinuité dans ce flux. C'est-à-dire que tout à coup, ce flux incessant, cette unité vivante, eh bien, elle est fracturée, elle est scindée dans l'alternance jour-nuit. Deuxième point, et là Descartes ne nous a pas ouvert de porte. Deuxième point, question de la mémoire. Si, là je reviens chez Locke, s'il y a un problème de temps, de flux, etc., bien, ma foi, il y a quelque chose dans l'âme, qu'on va appeler la mémoire, il y a quelque chose dans l'âme qui permet d'établir cette continuité. Sauf que nous sommes amnésiques. Enfin, pas complètement, il y a quand même quelques bricoles dont on se souvient, mais la plupart du temps, notre histoire passée, elle est fragmentée, elle aussi. Elle aussi, elle est découpée en secteurs. Il y a des choses dont on se souvient, mais on ne se souvient pas, et ça c'est capital, on ne se souvient pas de cette espèce de flux continu vital. Ça, on l'a pas. Alors, comment va-t-on faire? Le point de départ de Locke, c'est le même que celui de Hobbes, à savoir une espèce de concordance entre le langage et la réalité. On se souvient que chez Locke, problème de la morale, problème de la justice, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. En réalité, il n'y a rien. C'est-à-dire que seul le langage dit ce qui est bien, seul le langage dit ce qui est mal. Mais en soi, la chose n'est
n'est pas bien, elle n'est pas mal. De même la vérité. Ce qui est vrai, c'est un jugement pour Locke, comme pour Descartes d'ailleurs. Mais la chose elle-même, on n'en sait rien, et puis ça n'a pas d'importance du reste. Eh bien, on va retrouver cette même concordance, cette même symphonie entre le langage et la réalité chez Locke. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Locke va se poser une question qui paraît assez simple. Nous avons plusieurs mots. Est-ce que nous avons plusieurs réalités? Premièrement, nous avons le mot substance. Bon, ce mot va renvoyer naturellement, on va dire, à la substance corporelle et la substance pensante. Bon, facile, pas cher, mais ça ne va pas rapporter gros. Deuxième point, on a le mot homme. Un homme, c'est deux substances. Quelle que soit la manière dont on va comprendre cette coordination ou cette unité des deux substances. Mais ce n'est pas la même chose. Un homme, ce n'est pas une substance. Ce sont des substances ou une seule. Peu importe. Pour Locke, ce n'est pas un problème. Troisième mot, nous avons, et là, c'est là l'introduction en philosophie de quelque chose d'assez nouveau, nous avons un autre mot qui est la notion de personne. Cette personne, ce n'est pas la même chose qu'un homme. Nous disons autre chose lorsque nous disons personne que lorsque nous disons homme. Donc, dit Locke, on se retrouve avec trois réalités qu'il va falloir conjuguer ou pas. Première réalité, la notion de substance, mais qui va se dédoubler, et qui peut même d'ailleurs se dédoubler, se quadrupler, se quintupler, se sextupler, s'octotupler même, si vous en voulez. Deuxième point, on a la notion d'homme, c'est pas la même chose. Troisième point, on a la notion de personne. Si on réfère tout ça à la temporalité, eh bien, on peut avoir, dans l'hypothèse où nous sommes deux substances, hypothèse classique, l'âme, le corps, la substance pensante, la substance étendue, bref. Donc ça, c'est assez normal. Dans ce cadre-là, nous pouvons avoir la substance corporelle avec un certain flux continu dans la régénération de tous ces éléments, d'accord? En parallèle ou pas, nous pouvons avoir la substance pensante, l'esprit, l'âme, qui demeure une et la même à travers le changement de tout ce qui la compose. Et on a vu hier que seuls les imbéciles ne changent pas d'idée. Donc nous autres philosophes, n'est-ce pas, nous avons une âme qui se régénère comme le corps parce que nous pensons ceci, puis le lendemain nous pensons autrement que la veille, etc., etc. Donc l'âme, on a une continuité. Bien, on prend l'homme. On va dire, classiquement, l'homme c'est une âme et un corps. Bon, très bien, mais alors ça veut dire que l'homme, l'identité, ce qui fait qu'un homme est le un et le même dans le temps, il va falloir gérer, tant bien que mal, cette unité entre le flux vivant du corps et le flux vivant de l'âme. Est-ce que l'homme va être cette unité, et est-ce que cette unité va être constante? Ben, premier point, non. Argument du rêve. Mon corps, lui, a cette unité, que je dorme, que je veille, ce que vous voulez, mais l'âme, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, est-ce que mon âme, est-ce que l'âme ne va pas changer en fonction de l'état de veille ou de l'état de rêve? Je peux tout à fait imaginer que dans l'état de veille, j'ai un flux constant de pensée, de mémoire, de ce que vous voulez. Bon, ça fonctionne. Et je pourrais imaginer aussi que dans le rêve, eh bien, ma foi, j'ai ce même flux de pensée, d'idées, de mémoire, sauf que les deux ne sont pas équivalents. C'est-à-dire que je peux bien me dire, eh bien, il y a une substance pensante qui vit sa vie pendant la veille, et puis une autre substance pensante.
avec sa propre cohérence, etc., qui vit sa vie pendant le sommeil. Et donc, je suis deux âmes. Ça commence à devenir drôle, là. Bien, mais la personne, eh ben, la personne, c'est encore autre chose. La personne, c'est encore autre chose. Et là, j'allais dire, c'est sur cette notion de personne que Locke va travailler. Et en même temps, on est là dans quelque chose qui est extrêmement moderne. Pourquoi? Parce que le problème de la personne, qui ne se définit pas justement comme un homme, qui ne se définit pas comme une ou des substances, ce problème va irriguer toute la philosophie jusqu'à aujourd'hui et sans doute jusqu'à demain, après-demain, etc., etc. On n'en a pas fini. Alors, l'origine de ça, elle est à chercher, mais là je ne vous surprendrai pas, elle est à chercher dans des querelles théologiques de la génération juste avant Locke. Les théologiens anglais, friands de nouveautés et bizarreries, se sont posé la question, étant donné ce côté réflexif que nous sommes, ça avec Descartes on le sait déjà, enfin, je pense mais je me connais pensant. Bon. Eh bien, peut-on dire que les trois personnes de la Trinité se connaissent aimant? On va dire ça comme ça. Est-ce que ces trois personnes de la Trinité, et je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu, est-ce que ces trois personnes de la Trinité ont chacune une conscience? Et ça y est, le mot est jeté. Ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule conscience en Dieu? Alors, vous vous rendez compte des abîmes spirituels dans lesquels nous plongeons à ce moment-là, parce que la notion de conscience, n'est-ce pas, les uns vont l'attribuer à la personne divine, les autres à l'unité de nature, enfin, etc., etc. Je vous passe les détails, ça n'a pas grande importance, tout ça, ça s'est calmé assez vite, parce que ces braves théologiens se sont dit que quand même, ils étaient en train de dire à peu près n'importe quoi. Sauf que, ils avaient inventé cette notion de conscience comme réflexivité. Et Locke, qui vient juste après, c'est la génération suivante, on va dire, Locke qui vient juste après va reprendre au bon cette notion de conscience. Et ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner que Locke va définir l'identité de la personne, pas de l'homme, pas de la substance, l'identité de la personne comme identité de la conscience. Il faut considérer que ce que représente la personne, c'est un être pensant et intelligent, doué de raison et de réflexion. Substance, là. Ça relève de la substance. Et qui peut se considérer soi-même comme soi-même, une même chose pensante en différents temps et lieux. Qui peut se considérer soi-même comme soi-même. Voilà, là nous avons l'invention du moi. Nous avons l'invention de cette réalité, on va dire, que nous percevons par notre intelligence, mais aussi par notre corps, et que nous appelons moi. Ce moi va être défini par le caractère réflexif de la pensée qu'on appelle, à strictement parler, la conscience. Je pense et j'ai conscience que je pense. C'est cette conscience qui va assurer l'identité personnelle. La personne va donc être définie comme une à partir d'un flux qu'on va appeler le flux de la conscience. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La personne va être définie comme la faculté de s'attribuer à soi-même un certain nombre de pensées, d'actions, etc. Et même un certain nombre d'affections du corps. Ce qui va définir la personne, c'est le fait que je m'attribue à moi-même ce que j'ai fait hier, par exemple. Je m'attribue à moi-même le fait hier de vous avoir présenté Locke et d'avoir eu l'excellente idée de vous faire passer un DS et que
Il va falloir que je corrige maintenant. Donc, vous voyez que cette notion de conscience va être couplée avec la temporalité. Je suis un et le même dans le temps parce que je peux m'attribuer à moi-même des actions, des pensées, des affections du corps. C'est-à-dire que je peux m'attribuer à moi-même le fait de m'être cassé la cheville il y a 15 jours. Donc ça, c'est quelque chose qui relève de la substance du corps, mais cette affection de mon corps, je me l'attribue à moi-même et c'est ça qu'on va appeler le moi ou le soi. Bon, Locke appelle ça le soi, on traduit généralement par le moi. Pour l'instant, ça n'a pas grande importance. L'essentiel, c'est de percevoir cette unité de flux d'attribution, on va dire, qui fait que je suis moi dans le temps. Bien. Alors donc on a 3 couches, 4, peut-être 5. La couche du corps, enfin la couche de la substance corporelle, avec son propre flux. La couche de la substance pensante, avec son propre flux. La couche de l'homme, qui essaie de conjuguer les deux précédentes, vaille que vaille. Très bien. Et la couche de la personne, qui est définie par cette auto-attribution d'un certain nombre de choses. Alors, on revient au rêve. Est-ce que je suis un et le même la nuit et le jour? Est-ce que je peux m'attribuer à moi-même des actions et des pensées que j'ai eues hier, avant-hier, il y a 10 ans? Oui, il y a 10 ans, ça commence à devenir un peu curieux. Et est-ce que je peux m'attribuer à moi-même, à ce même moi-même, ce qui s'est produit dans mes rêves et dont je peux n'avoir pas le moindre souvenir à l'état de veille? Mais si je n'en ai pas le souvenir, tiens, on retrouve la mémoire là, mais si je n'en ai pas le souvenir, je suis incapable de me dire que c'est une seule et même personne quand je rêvais, quand j'étais éveillé. Et là, alors comme vous êtes tous littéraires et que la bibliothèque que vous voyez derrière moi n'est qu'un tout petit fragment de la vôtre, vous avez tous lu le Dr Jekyll et Mr Hyde, là c'est exactement le problème. Le Dr Jekyll invente une potion qui le transforme en monstre la nuit, mais seulement le seul problème c'est que ce que fait le monstre la nuit, le Dr Jekyll ne peut pas se l'attribuer. Alors, l'exemple, bien sûr, ça ne sera pas Dr Jekyll et Mr Hyde, parce que Locke n'avait pas le don de divination, mais l'exemple, c'est un exemple classique, c'est l'exemple de l'ivresse. Si hier, j'étais ivre-mort, aujourd'hui, je ne me souviens plus de ce qui s'est produit quand j'étais ivre. Alors, question, et ça c'est la question fondamentale chez Locke, question, est-ce que je peux m'attribuer à moi-même les actes, les pensées, etc. Donc, est-ce que je suis la même personne? Est-ce que je peux m'attribuer à moi-même les actes, les pensées et tout le reste alors que non, qui ont été effectués hier par quelque chose qui est un même corps, le flux lui est conservé, par quelque chose qui éventuellement peut être la même âme, puisque l'âme, ça bouge, et qui, là, va poser le problème de savoir si c'est un même homme. Donc, vous voyez que ce problème de l'attribution à soi-même, et qui constitue ce soi-même, c'est-à-dire cette unité personnelle, eh bien, elle va buter sur ce genre de choses. Et là, Locke
après avoir, comment dirais-je, évoqué toutes sortes de possibilités, à savoir que je peux être la même personne dans différents corps, dans différentes substances pensantes à travers les âges d'ailleurs. Le, le maire du petit village peut très bien être Socrate. Là, vous voyez que dans votre texte, on joue élégamment avec le jour, la nuit, etc., etc. Bien. Mais quand même, nous sommes anglo-saxons. La notion de droit est fondamentale dans notre constitution cérébrale. Que se passe-t-il si ce même corps, identité, que se passe-t-il si ce même corps, qui à ce moment-là était coordonné avec une certaine substance pensante, avec une âme, et cette coordination faisait un homme, que se passe-t-il lorsque ce même corps, dans une ivresse profonde, et là c'est peut-être plus la même âme, donc c'est peut-être plus le même homme, que se passe-t-il lorsque cette chose, cette réalité, va dans son ivresse écraser, alors pas Madame Michu, parce qu'il faut quand même qu'on la conserve jusqu'à la fin de l'année, mais en tout cas, par exemple, va écraser la fille de Monsieur Dupneux et ses 3 petits bébés. Ah, est-ce que on peut punir? Parce que lorsque au tribunal arrive ce même corps et alors plus tout à fait peut-être cette même substance pensante, mais est-ce qu'on va avoir le même homme? C'est pas gagné. Est-ce qu'on va avoir la même personne? C'est encore moins gagné. Pourquoi? Parce que celui qui arrive dessoulé à l'hôpital, tout penaud, ne peut pas s'attribuer à lui-même ce que ce corps dans lequel il est, enfin dans lequel il est, que ce corps, que cette pensée, que cet homme a fait dans son ivresse. Alors qu'est-ce qui se passe? Dois-je ou puis-je punir l'homme dessoulé pour ce qu'a fait l'homme soûl, sachant que l'homme dessoulé ne peut pas s'attribuer à lui-même les actions de l'homme soûl. Et donc que, en rigueur de terme, il n'est pas la même personne, puisque la personne est définie par cette faculté de s'auto-attribuer des pensées, des affects, etc., etc. Et voilà le problème. Alors, Locke le résout d'une manière un peu particulière, mais qui va nous ouvrir une espèce de grande porte sur des problèmes, de vrais problèmes, on va dire. Eh bien, c'est le juge qui va déterminer que c'est le même homme. C'est-à-dire que ce que cette personne ne peut pas faire, s'attribuer à elle-même une unité, une identité dans le temps, eh bien c'est le juge qui va attribuer cette identité dans le temps de la personne, qui fait que au-delà de l'impossibilité ou de l'incapacité à s'attribuer à soi-même des pensées, des actions, etc., eh bien c'est une autre personne, le juge, qui va dire, eh bien, vous n'êtes pas capable de dire que c'est bien vous, la même personne qui, dans un état d'ivresse absolue, avait commis cet affreux meurtre. Mais moi, je vous dis que oui. Donc là, Locke, par l'intermédiaire du problème, j'allais dire légal, par l'intermédiaire de l'irruption du paradigme du droit, va poser quelque chose de tout à fait autre,
à savoir la relation d'altérité. C'est un autre qui garantit l'unité, l'identité de la personne et de l'homme. Alors, c'est assez trivial si l'on considère que ce sont nos parents qui nous disent, en nous regardant, en nous montrant des photos, eh bien tu vois, ça c'est toi, tu te souviens, tu as fait ça ce jour-là. C'est pas moi, je ne peux pas m'attribuer à moi-même cette... Pourquoi? Parce que je n'en ai pas la mémoire. Mais cette mémoire va être assumée par l'autre, par une altérité. Et donc là, alors sans le savoir, on va dire, et sans le vouloir, Locke va nous permettre de comprendre que ce qui fait l'identité personnelle, ce n'est pas une réalité interne à la personne, parce que cette réalité interne va toujours échapper. Ce qui fait l'identité personnelle, ce qui fait la conscience, eh bien, ça va être un rapport d'altérité. Ce qui fait que je me sais moi-même dans le temps, et y compris dans ce flux du temps qui est fragmenté, qui est séquencé, qui est parfois avec des ruptures, eh bien ce qui fait que je demeure moi-même et que je me sais, et c'est ça la conscience, que je me sais demeurer moi-même dans le temps, l'instance qui permet ça, eh bien c'est un autre que moi. Retour à Benveniste, ce qui fait que je peux dire je, c'est qu'existe un tu, et que je suis toujours le je d'un tu. Voilà. Fin de Locke. Amusez-vous à jouer avec ces étagements de la substance, mais surtout, ce qu'il faut considérer, c'est que ce jeu, peut-être amusant, de philosophie-fiction, n'est pas si amusant que ça. Pourquoi? Parce qu'il nous permet, et ça c'est fondamental, il va nous permettre de considérer que cette unité personnelle si problématique ne peut se résoudre que dans une relation d'altérité. C'est l'autre qui me dit qui je suis, et c'est l'autre qui garantit, d'une certaine manière, qui me garantit moi-même comme moi-même, parce que c'est l'autre qui va pallier aux déficiences de ma conscience, de ma mémoire, etc., etc. Voilà, je vous laisse avec tout ça, et puis nous nous retrouvons demain matin, si vous le voulez bien, pour de nouvelles aventures de la conscience, où nous allons voir disparaître, et oui, disparaître purement et simplement, ce moi que nous cherchons désespérément avec un texte de Hume. À demain.